La Terre nous tient à cœur. Un podcast réalisé par Alexandra Warny-Drièche. À travers ce média, je vous emmène sur le terrain, au plus près de celles et ceux qui étudient, soignent ou subissent les effets des bouleversements écologiques. Scientifiques, médecins, victimes de pollution, ensemble, ils nous racontent comment la santé de la planète et la nôtre sont intimement liées. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Terre nous tient à cœur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un insecte qui n'attend même plus l'été pour s'inviter en France métropolitaine. Sur les terrasses, dans les jardins et dans nos maisons, il est petit, silencieux, mais redoutablement efficace. Je veux nommer le moustique tigre. En une vingtaine d'années, il s'est installé dans presque tout le pays. Sauf qu'il ne se contente pas de nous piquer, il peut aussi nous transmettre des virus comme la dengue ou le chikungunya. Alors pour comprendre comment cet insecte s'est imposé en France, comment il nous pique, comment il transmet des virus et surtout comment on peut s'en protéger, j'ai pu me rendre à l'Institut Pasteur pour rencontrer l'entomologiste médicale Annabella Fayoux, qui est l'une des plus grandes spécialistes mondiales du sujet. Professeur Fayoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes entomologiste médical à l'Institut Pasteur et vous êtes à la tête du projet Hématigre qui vise à cartographier le risque de diffusion de virus transmis par le moustique tigre en France. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous en êtes venu à vous intéresser aux moustiques ? J'ai commencé dans les moustiques il y a très longtemps. En fait, j'étais fascinée par les insectes parce que les insectes, ce sont des organismes qui s'adaptent à tous les environnements. Il y en a partout. Et plus particulièrement les moustiques, dont il y a 3500 espèces. Et je suis à l'Institut Pasteur. Et à l'Institut Pasteur, on travaille sur les moustiques en lien avec la santé humaine. On a beaucoup d'idées reçues sur les moustiques. Par exemple, et d'ailleurs, je dois avouer que je ne le savais pas avant de préparer cette interview, il y a de nombreuses espèces. Et en fait, toutes les espèces ne piquent pas les humains. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les espèces qui piquent réellement l'humain et pourquoi elles le font ? Alors, comme je disais, il y a 3500 espèces de moustiques et environ 15% de ces moustiques qui piquent l'homme. Et prendre du sang sur l'homme, c'est une caractéristique génétique qui est indiquée pour chaque espèce, spécifique à chaque espèce. Et si un moustique ne pique pas l'homme, si je vous l'expose à une piqûre sur vous, il ne vous piquera pas parce qu'il n'a pas été conditionné pour vous piquer. Donc, ce qui nous intéresse, ça va être essentiellement les moustiques qui piquent l'homme, puisqu'en fait, ils sont capables, par le biais du repas de sang, de nous transmettre des agents pathogènes. Oui. Et pourquoi c'est les femelles qui piquent l'être humain alors ? C'est pas les moustiques mâles, c'est ça ? Alors, donc, il y a mâles et femelles, à peu près un sexe ratio de 50%. Il n'y a que les femelles qui piquent, parce que les femelles prennent du sang qui contient toutes les protéines, tout ce qu'il faut pour fabriquer les œufs de moustiques. Les mâles ne piquent pas. Les mâles se contentent en fait de prendre du sucre sur les plantes, sur les fleurs, sur les fruits. La femelle aussi en prend du sucre, mais elle a besoin de sang pour assurer la ponte. D'accord. Et on sait pourquoi certaines espèces ont développé une préférence pour l'être humain ? C'est une longue histoire entre l'homme et les moustiques parce que, en fait, les premiers moustiques sont apparus il y a 240 millions d'années. Ils cohabitaient avec les dinosaures. Donc, ils prenaient du sang sur les dinosaures avant l'apparition des premiers mammifères dans l'homme. Et c'est par ce biais-là, en fait, que les moustiques sont devenus des vecteurs, c'est-à-dire transmission des agents pathogènes de l'animal à l'homme. On entend souvent dire que certaines personnes auraient une peau à moustique. Alors, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que la science confirme que certaines personnes attirent davantage les moustiques que d'autres ? Ça, c'est une question qui revient souvent. Pourquoi est-ce que je me fais piquer alors que mon voisin qui est juste à côté ne se fait pas piquer ? Il y a plusieurs choses. Tout d'abord, en fait, l'attraction va être liée à des particules volatiles qui émanent de notre peau. Donc, le microbiote de notre peau est important pour ces molécules qui peuvent plus ou moins attirer les moustiques.
Donc la composition de ce microbiote va dépendre de notre génétique, de notre état physiologique, de comment on se sent, si on a transpiré, si on est malade, etc. Deuxième chose, c'est qu'il y a certaines personnes, parce qu'ils ont été habitués à être piqués par les moustiques, ne ressentent plus la piqûre. Et donc, quelqu'un qui vous dit qu'il n'est pas piqué, peut-être qu'il ne ressent plus la piqûre parce que nous développons une certaine immunité vis-à-vis de certains moustiques pour lesquels, en fait, on est habitué. Les moustiques de chez vous, quand ils vont vous piquer, ils vont saliver. Et la composition de la salive va dépendre de l'endroit où il est. D'accord ? Donc, à force d'être piqué chez vous, vous ne sentez plus la piqûre parce que vous développez une réaction immunitaire. Donc, il n'y a pas de bouton. Il n'y a pas de bouton, vous ne vous grattez plus, etc. Mais par contre, si vous allez chez vos voisins qui ont 10-20 km, qui ont les mêmes moustiques, mais ils ne sont pas nourris de la même façon, ces moustiques, puisque les plantes ne sont pas les mêmes. Donc, forcément, la composition de la salive de ces moustiques à 10 km, 20 km va être différente. Donc, vous réagissez. Et c'est là où vous dites... Tu as beaucoup de moustiques chez toi, alors que vous avez peut-être la même quantité de moustiques, mais vous les sentez plus. Ok, intéressant. Parmi donc, les moustiques qui sont capables de nous piquer, donc il y a ceux qui sont capables de nous transmettre des virus, comme vous l'avez expliqué, c'est les moustiques vecteurs. Concrètement, comment un virus passe-t-il du moustique à l'être humain ? En fait, le moustique femelle prend du sang. Mais la femelle de moustique n'est pas une seringue. Elle ne va pas prendre du sang et injecter du sang. Ce qui va se passer, c'est qu'en ingérant du sang contenant le virus, s'il reste dans l'estomac du moustique, il est digéré. OK, avec le sang. Donc, le virus va pénétrer à l'intérieur du corps du moustique, ce qu'on appelle la cavité générale. Et dans cette cavité générale, en fait, elle va infecter tous les organes internes du moustique, et notamment les glandes salivaires. Et quand le virus est au niveau des glandes salivaires, va se multiplier et que le moustique va piquer à nouveau, la femelle du moustique va saliver puisque cette salive contient des produits dont un anticoagulant pour empêcher que le sang se coagule dans la trempe du moustique. Bon, en salivant, elle va libérer du virus. C'est comme ça que la transmission se fait. Donc, quand on compare génétiquement le virus à l'entrée du moustique quand le moustique prend du sang et le virus à la sortie du moustique quand la femelle du moustique va transmettre à nouveau, le virus n'est pas le même. D'accord. Donc forcément, il se passe des choses dans un moustique qui peut être à l'origine en fait de la sélection de certains virus qui vont être à l'origine d'épidémies chez l'homme. Ok. Quels sont les moustiques vecteurs qui sont particulièrement surveillés aujourd'hui en France et quelles sont les maladies qu'ils peuvent transmettre justement ? Alors, vous avez des espèces, il y a moins d'espèces de moustiques en Europe que, par exemple, dans les régions tropicales. Si on compare la Guyane, il y a 250 espèces de moustiques, par exemple. En France, il n'y en a que 60-67 espèces de moustiques, donc il y en a nettement moins. Et beaucoup de ces moustiques viennent de l'extérieur, ce sont des espèces invasives. Et notamment le moustique tigre, qui est d'origine asiatique, qui est arrivé en fait en Europe en 1990 et en France en 2004. Et vous voyez qu'en fait, le moustique tigre est quasiment partout, dans 80% des départements en France hexagonale. Et ces moustiques, en fait, ils ont la capacité de pouvoir s'implanter dans un environnement humain. C'est-à-dire, ils habitent à côté de nous. Et pourquoi il habite à côté de nous ? Parce qu'on a créé des sites de reproduction du moustique. Alors, le moustique tigre, par exemple, c'est un moustique qui aime les petits contenants d'eau artificiels, proches des maisons, puisqu'en fait, il pique l'homme. Donc, il a besoin d'une source de repas de sang qui est nous. Donc, ces contenants, qu'est-ce que c'est ? Des soucoupes sous les pots de fleurs, une gouttière bouchée, des détritus à l'extérieur qu'on a laissés dehors et qui se remplissent d'eau de pluie. Et ça, même un bouchon d'une bouteille avec très peu d'eau peut être un gîte larvaire. Donc forcément, ce moustique est adapté à vivre avec nous et en fait, il tire profit de l'environnement humain pour pouvoir proliférer. Ok, et donc donc il s'est installé là depuis une vingtaine d'années en métropole, mais comment il a réussi à coloniser le territoire aussi rapidement ? Parce que il s'adapte à l'homme, mais c'est très rapide quand même. C'est parce que c'est un moustique qui, par sa biologie, va pouvoir se répandre. Ce moustique est capable de pondre des œufs qui supportent d'être à sec pendant des mois à des années.
Vous prenez des années. Des années, oui. D'accord. Vous avez des œufs de moustique, hein, vous posez sur la table, là, et vous revenez 2-3 mois après. Vous reprenez l'œuf, vous le mettez dans l'eau, ça donne une larve de moustique. Ah oui. Donc, en fait, c'est sous cette forme-là que le moustique va voyager. Dans des pots de fleurs, dans des pneus. C'est comme ça qu'il est arrivé en France, hein. En Europe, dans des pneus rechappés qui proviennent des États-Unis. C'est-à-dire que aux États-Unis, vous avez des pneus usagés qu'on laisse à l'extérieur, qu'on veut rechapper en Italie. Donc ces pneus, ils restent à l'extérieur. Ils se remplissent d'eau parce qu'il pleut. Et donc les moustiques vont venir pondre à l'intérieur du pneu. Et donc on va vider le pneu, mais les œufs vont rester collés sur la paroi à l'intérieur. Donc on les met sur le bateau arrive le port de Gênes en Italie et on les met à l'extérieur. Ils se remplissent d'eau depuis et ça éclot. Et si on est à la bonne saison, ben ça va coloniser tout l'environnement qui est autour, hein. Et c'est comme ça qu'en fait, il s'est implanté en Italie. Et puis maintenant, il y a à peu près 20 pays européens où ce moustique tigre est présent. Et ce moustique est capable de transmettre des virus comme la dengue, le chikungunya et le Zika. Et j'ai un autre facteur lié à l'activité humaine, c'est le changement climatique. Comment est-ce qu'il influence la propagation de ces moustiques et des virus qu'ils peuvent transmettre ? Alors, le moustique, je vous ai dit au début que j'étais fascinée par les insectes, parce que les insectes s'adaptent à différents environnements, et notamment, ils ont une incapacité, c'est de pouvoir réguler leur température corporelle. Nous, on est à 37 degrés, qu'il fasse moins 10 ou plus 40 dehors. Eux, ils ne peuvent pas. Donc, ils dépendent de la température pour se développer. Et donc, quand il va faire chaud, en fait, leur métabolisme va s'accélérer. Par exemple, le durée de développement entre l'œuf et l'adulte prend en général entre 10 et 15 jours à une température de 25 degrés, admettons. Quand on augmente la température, eh bien, cette durée de développement va se raccourcir, il faut une semaine. Ah ouais. Une semaine. Donc ce qui va se passer, c'est que pendant l'été, quand il va faire chaud, on aura davantage de moustiques, puisque le temps de génération de moustiques va se raccourcir. 2 fois plus vite. Il va aller plus vite, hein. Et donc là, le développement va aller plus vite, il y aura plus de moustiques. Et en même temps, le changement climatique va donner davantage de surface, de régions propices au développement du moustique sur l'année. Donc en fait, on va augmenter en densité et on va augmenter aussi en répartition géographique. D'accord, donc c'est comme ça que le moustique, au fur et à mesure, il va coloniser des départements de plus en plus vers le nord, hein. Et comme ce moustique n'a pas de compétiteur, hein, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucun moustique qui va coloniser les pots de fleurs, etc. Il n'y en a pas. Donc forcément, quand il est arrivé, ben, il avait un champ devant lui propice à son développement, donc il a colonisé. Et c'est un moustique, comme il pique l'homme, hein, il va suivre les autoroutes. C'est-à-dire que c'est comme ça que dans les aires d'autoroute, nos collaborateurs ont pu surveiller la montée du moustique tigre entre Marseille et Lyon. C'est-à-dire que vous montez dans la voiture à Marseille, ok ? Le moustique entre avec vous dans la voiture parce qu'en fait, la femelle a faim. Elle a faim, elle vous pique, et le premier aire d'autoroute, vous descendez, et le moustique descend aussi. Et puis il va pondre autour dans l'aire d'autoroute, etc. Et c'est comme ça qu'on voit au fur et à mesure que le moustique il monte. Et quand on le voit dans la surveillance qui est établie chaque année de mai à novembre, qui est une surveillance renforcée du moustique tigre, on voit en fait que le moustique il monte via la route, hein, via les autoroutes. On le voit très bien. Tout le long des autoroutes et des routes, on voit en fait, quand on met des pièges à moustiques, on voit qu'ils sont positifs et au fur et à mesure, ça monte. Pour comprendre ces phénomènes et anticiper les risques, il y a tout un travail scientifique derrière. Dans votre laboratoire à l'Institut Pasteur, professeur Fayou, vous travaillez avec des moustiques vivants que vous recevez du monde entier ou que vous allez directement chercher sur le terrain. Concrètement, comment élevez-vous et maintenez-vous ces colonies dans un milieu artificiel ? Alors, le milieu artificiel est essentiel parce qu'en fait, c'est un milieu où on va contrôler tous les paramètres de température, de photopériode, d'humidité, etc. Et en recherche biologique, on a besoin d'avoir des paramètres contrôlés parce que pour pouvoir essayer d'établir la causalité, c'est-à-dire entre l'effet
qu'on va mesurer, il faut absolument que les autres paramètres soient constants, sinon on n'arrivera pas à aboutir à des conclusions pertinentes. Donc, nous collaborons avec beaucoup de personnes dans le monde entier, et notamment dans le Pasteur Network, 32 instituts dans le monde, et sur les 5 continents, et notamment avec ce qu'on appelle les établissements secondaires, c'est-à-dire des instituts Pasteur qui hébergent des chercheurs pasteuriens de Pasteur Paris qui sont là-bas, notamment l'Institut Pasteur de Guyane, l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie, l'Institut Pasteur de Guadeloupe, où en fait on a des chercheurs qui sont dans des centres qui sont en fait vraiment en première ligne de l'émergence. C'est-à-dire, quand on prend l'exemple de l'Institut Pasteur de Guyane, ils sont dans le bassin amazonien. Il y a des virus qui vont sortir. Il y a des virus qu'on appelle des spillovers, qui vont passer de l'animal à l'homme, et il faut qu'ils soient là pour pouvoir détecter en fait qu'est-ce qui va sortir. Oui, tout de suite. Et comment vous savez concrètement qu'un moustique est porteur d'un virus est capable de le transmettre? Alors, donc, il y a 2 choses. La première chose, quand il y a une épidémie, on va sur le terrain, on récupère des moustiques et on essaie de détecter si l'agent pathogène est dans le moustique et quelle espèce de moustique c'est. Okay, donc, on a identifié le moustique. Donc, ensuite, la deuxième étape, c'est d'aller récupérer des moustiques sains, de pouvoir, en fait, les multiplier et envoyer les œufs à l'Institut Pasteur à Paris. À l'Institut Pasteur à Paris, on a des insectariums où on va produire des milliers de moustiques dans des cages. Ah oui. Okay, et ces milliers de moustiques, ils ont la même taille, le même passé, en fait, etc., tout ça. Et donc, à partir de ça, on va sélectionner seulement les femelles, parce que c'est que les femelles qui piquent, qu'on va ensuite transférer dans un laboratoire P3. Pourquoi P3 ? Parce qu'on va manipuler des fortes doses de virus. D'accord ? On a produit beaucoup de virus et on va mimer en fait une infection. On va donner du sang et du virus au moustique de façon à ce que le moustique femelle prenne du sang. Je vous passe les détails, c'est extrêmement compliqué. Ouais. Et au bout du compte, en fait, la femelle du moustique prend du sang avec du virus et on va les surveiller pendant un certain nombre de jours à une certaine température pour voir à quel moment on va pouvoir récupérer du virus dans la salive des femelles de moustique. Alors, est-ce que vous savez comment on fait saliver une femelle de moustique ? Non, pas du tout. Donc, la femelle de moustique, en fait, on va l'endormir, on va récupérer la salive qui est excrétée par la femelle. On va la stimuler un peu et ensuite on met un tube et une par une, on va récupérer la salive des femelles de moustique. Vous imaginez ? Oui, c'est quand même du travail et surtout qu'en fait, on est dans un environnement sécurisé, on est en combinaison intégrale. Et avec des doubles gants, avec des lunettes, le masque, et il fait chaud. Parce que le moustique, si on baisse la température, le moustique ne bouge pas. Donc forcément, il faut qu'on soit à la température d'activité du moustique, donc 25 degrés, vous imaginez. Donc on fait des salivations, comme on dit, à la chaîne. On récupère la salive. Et puis, il faut qu'on arrive à détecter au bout de combien de temps on arrive à avoir du virus dans la salive. Donc, ça nous permet d'obtenir en fait ce qu'on appelle la période d'incubation extrinsèque, c'est-à-dire en combien de temps mon moustique il peut être infectieux. D'accord. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça va conditionner combien de temps on a pour tuer le moustique avant que le moustique transmette. Et c'est là où la lutte antivectorielle intervient. Ok. Et est-ce que tous les virus se comportent de la même façon dans le moustique ? Et est-ce qu'il y a certains virus qui sont plus faciles à transmettre que d'autres ? Alors, évidemment, les systèmes biologiques sont très complexes. Par exemple, là, je vous parle du moustique tigre. Mais il n'y a pas un moustique tigre. Il y a plusieurs populations de moustiques tigres. Alors, le moustique tigre de France n'est pas le même que celui du Brésil ou celui d'Asie du Sud-Est, alors qu'ils appartiennent à la même espèce. C'est comme les populations humaines. On n'est pas tous égaux par rapport à une infection. Et ça dépend des virus. Et les virus, on a différents génotypes, etc. Donc, quand on donne du virus au moustique, en fait, la combinaison va plus ou moins marcher en fonction de quel génotype on va utiliser pour l'infection des moustiques. D'accord ? Et à quelle température on va les incuber. Ok, et vous en avez un peu parlé tout à l'heure, mais comment est-ce que vos recherches permettent d'anticiper l'apparition de nouvelles épidémies ? En fait, on rêverait, dans le monde idéal, que le moustique soit une sentinelle. C'est-à-dire que si on capture des moustiques au début de la saison des moustiques, et on en capture, et puis on screen ces moustiques pour voir quel virus il y a à l'intérieur, il faudrait qu'on arrive à anticiper les cas humains. Voilà. C'est-à-dire utiliser le moustique comme une sentinelle.
c'est moins coûteux que d'aller mettre des animaux. Et éthiquement, c'est quand même beaucoup plus simple. Il n'y a pas encore de ligue de protection des moustiques. Je pense qu'un jour, peut-être, ça arrivera. Je ne sais pas. Pas sûr. Pas sûr. Pas sûr jusqu'à aujourd'hui. Et donc, utiliser le moustique comme une sentinelle, voilà, pour anticiper en fait l'émergence. Et puis peut-être que vous êtes posé la question, comment ça se fait que le moustique ne tombe pas malade quand il est infecté? Mais oui, oui, ça c'est hyper important. Parce que le moustique, il peut héberger jusqu'à 10 milliards de particules virales. Ah oui. Et la femelle, elle n'est pas perturbée. Elle continue à manger, elle continue à pondre, et elle mène sa vie, hein. Elle mène sa vie sans souci. Donc là, c'est des champs de recherche. C'est des champs de recherche. Et donc, nous, en fait, à l'Institut Pasteur, dans les labos de recherche, on essaie de comprendre le système vectoriel, comment ça marche, pour essayer de comprendre, enfin, essayer de définir à quel moment il y a une faille, pour pouvoir essayer de mieux comprendre et pouvoir, en fait, essayer de mettre en place des stratégies de lutte. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait contre les maladies vectorielles? On a des vaccins, OK, pour éviter qu'on tombe malade. D'accord? Ça, c'est la prévention. Le problème, c'est qu'il y a des vaccins avec quelques restrictions d'utilisation en fonction des catégories de population. Et les vaccins, c'est coûteux et toutes les populations ne peuvent pas se permettre d'être vaccinées. Oui. OK. Et puis, l'accessibilité à la vaccination, c'est une réelle question. D'autant plus dans les régions où il y a plus de moustiques, il y a plus de moustiques, dans les pays un peu défavorisés. La vaccination, c'est vraiment une question importante. Après, il y a des traitements. Jusqu'à aujourd'hui, on ne traite que les symptômes. C'est-à-dire, classiquement, on fait baisser votre fièvre avec du paracétamol. Il y a des antiviraux qui peuvent tenter de limiter en fait la réplication du virus, mais ça ne marche pas toujours. Et le seul moyen, c'est éviter d'être piqué par un moustique. Parce que sans moustique, il n'y a pas ces maladies. Okay. Tuer le moustique. Tuer les moustiques, jusqu'à aujourd'hui, on avait des insecticides. Okay. Il y a différentes familles d'insecticides. Et le problème, c'est qu'en fait, en Europe, on a droit à une seule molécule d'insecticide pour les adultes, qui est la deltamétrine. Et la plupart des moustiques ont développé une résistance vis-à-vis de cette molécule. Ah oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut augmenter les doses pour pouvoir tuer la même quantité de moustiques. Donc, un impact sur l'environnement et sur la faune non cible, et notamment les pollinisateurs. Même si le moustique est un pollinisateur. Hein. Oui. Donc, voilà. Et donc, il faut qu'on arrive à anticiper ce qui va se passer, c'est-à-dire à trouver des moyens pour pouvoir lutter contre le moustique, réduire les densités de moustiques sans avoir un trop fort impact sur l'environnement. Et c'est la recherche fondamentale qui va nous permettre de bien comprendre en fait comment fonctionne le système vectoriel pour pouvoir essayer de mettre en évidence des pistes de recherche. Et on a trouvé des pistes de recherche, et notamment des bactéries dans le moustique. Le moustique, il est comme nous. Hein, c'est pas parce qu'il est plus petit qu'il a moins de choses que nous. Hein. Donc le moustique, en fait, il a des bactéries, et notamment au niveau du tube digestif, qui est la porte d'entrée du virus. Hein. Et donc, de ces bactéries, il y a certaines bactéries qui empêchent l'entrée du virus. Okay. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que les moustiques n'aient que ces bactéries dans le tube digestif pour empêcher le virus d'entrer et ensuite que le moustique transmette. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que vous allez continuer à être piqué. OK? Oui. Mais vous n'allez pas tomber malade. Ouais, c'est important. C'est important. Et justement, je voulais passer aux conséquences concrètes pour les Français, parce qu'on entend de plus en plus de cas autochtones de dengue ou de chikungunya en France métropolitaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord ce que signifie exactement un cas autochtone? Un cas autochtone, ouais, ça, c'est extrêmement important. Donc, un cas autochtone, c'est quelqu'un qui n'a pas d'historique de voyage, qui est resté chez lui et qui est tombé malade. Alors, comment il a fait pour tomber malade? Il a été piqué par un moustique tigre, qui est un vecteur compétent pour la dengue, par exemple. Et ce moustique tigre, comment il est devenu infecté? Parce qu'il a pris du sang sur quelqu'un qui est un cas importé, qui revenait d'une région où ce virus circulait. Un Bangkok-Paris, c'est 12 heures. Vous contractez la dengue à Bangkok, vous revenez à Paris, vous redescendez dans le sud, vous incubez, vous faites ce qu'on appelle une virémie, donc il y a du virus dans votre sang circulant. Vous faites piquer par le moustique
le moustique, au bout de quelques jours, a le virus dans ses glandes salivaires. Et quand la femelle de moustique va piquer à nouveau, elle va piquer ce cas autochtone qui n'a pas quitté le territoire métropolitain. Et c'est comme ça, dès la détection des cas autochtones, on dit notre système vectoriel, il marche. D'accord. L'été 2025 a été particulièrement marqué par un nombre de cas autochtones inédits en métropole, avec près de 800 cas de chikungunya recensés par Santé publique France. Sachant qu'avant 2020, ce type de cas était exceptionnel, doit-on craindre que certaines maladies puissent s'installer durablement en métropole ou reste-t-on face à des phénomènes saisonniers liés à l'activité du moustique tigre ? En fait, il y a deux choses. L'activité du moustique tigre pendant la période qui est l'été, et c'est la période aussi où les gens voyagent. Donc, ce nombre inédit de chikungunya l'an dernier pendant l'été, cet été, là, il y avait une épidémie de chikungunya sur l'île de la Réunion. Donc, beaucoup de cas importés de l'île de la Réunion, et qui a généré les cas autochtones. Donc, forcément, il n'y a pas de circulation autochtone de ces virus en France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un cycle, ce qu'on appelle un cycle à bas bruit en France. Okay. Il faut que le virus soit importé. Donc l'actualité épidémiologique à l'extérieur de l'Europe, à l'extérieur de la France, est essentielle à connaître pour pouvoir prédire ce qui va arriver en France. Ok. Et là, grâce à vos données, est-ce qu'on peut déjà savoir si cet été, il y aura encore plus de moustiques que l'année dernière ? L'été, alors qu'est-ce qu'il lui faut aux moustiques pour pouvoir se proliférer ? Il faut de l'eau et de la chaleur. Ce qui est mauvais, en fait, qui va faire monter les densités, c'est une alternance de chaud et de pluie. D'accord. Quand il pleut beaucoup, et tout de suite après il fait chaud, alors là, ça fait éclore les œufs, ça fait monter les densités de moustiques, et là, on commence à avoir des moustiques. Donc, de façon inédite, il y a quelques semaines, il faisait très doux. Et on a vu les premiers moustiques sortir. Et là, ça tombe un tout petit peu, mais ça va repartir. Ça veut dire qu'en fait, avec les années, on voit que le moustique tigre arrive de plus en plus tôt dans l'année et disparaît de plus en plus tard dans l'année. Donc notre période à risque de transmission, en fait, va s'agrandir. On peut dire qu'en fait, au début, c'était juste pendant l'été, et maintenant, ça va de juin jusqu'à même novembre. Ah oui, donc c'est quelque chose, il va falloir s'y habituer, quoi. Ça reste... Il faut s'y habituer, et surtout qu'en fait, il y a des millions de personnes qui vivent avec ces virus toute l'année, ailleurs. La question qu'on se pose, c'est comment se protéger efficacement contre les moustiques. Parce que, comme on l'a dit, en général, c'est trop tard quand on se rend compte qu'on est piqué. Alors, quelles sont les mesures efficaces ? Peut-on compter sur les répulsifs chimiques ? Ou est-ce qu'il vaut mieux éviter certaines situations ? La chose la plus importante, c'est qu'en fait, quand on a des moustiques autour de chez soi, on peut se dire qu'il y a un gîte larvaire à proximité. Parce que le moustique tigre, c'est un moustique qui est paresseux. C'est-à-dire entre là où il est né et là où il veut aller manger, il y a à peu près maximum 500 mètres. Ah oui, d'accord. Donc, faites le nettoyage autour de chez vous. Vous avez certainement un gîte larvaire qui est fonctionnel, qui est actif. Mais sauf que là, si vous le faites et votre voisin ne le fait pas, les moustiques du voisin vont venir chez vous. Donc, fait, d'où l'intérêt de faire de l'éducation sanitaire, de faire de la communication pour expliquer en fait à la population que le moustique, c'est vraiment un problème de tout le monde, qu'il faut s'approprier ce genre de problème de façon à ce qu'on fasse une démarche un peu plus communautaire pour pouvoir lutter contre le moustique. Donc, l'éducation est importante. Et ensuite, après, éviter d'être piqué. Donc, les moustiquaires aux fenêtres, éviter de s'exposer à l'extérieur pendant les pics d'activité du moustique, c'est-à-dire au début de la journée, en fin de journée. Et ensuite, mettre des brasseurs d'air, parce que le moustique, en fait, il vole, donc ça peut perturber. Et la climatisation aussi, ça peut réduire aussi la température d'une pièce. Et comme le moustique, son activité va dépendre de la température, donc plus il va faire frais, moins il va bouger.
D'accord? D'accord. Donc, il ne va pas avoir envie de vous piquer. Mais bon, c'est ponctuel, hein. Et puis ensuite, après, si vraiment vous voulez sortir, mettez des vêtements amples, hein, qui couvrent en fait les bras et les jambes. Et on peut mettre aussi des répulsifs. La différence des insecticides, les répulsifs empêchent le moustique de venir de se poser sur vous, mais ne tuent pas le moustique. Et puis si vraiment, en cas d'épidémie, c'est ce que fait les ARS, c'est-à-dire les agences régionales de santé, c'est tuer les moustiques, de façon à ce qu'on coupe, on interrompe la chaîne de transmission. C'est-à-dire qu'il y aura moins de cas. Ouais. Et donc, tuer cette pulvérisation d'insecticides. D'accord. Et pour les répulsifs, est-ce qu'il y a vraiment le bénéfice-risque des répulsifs Ça dépend des répulsifs, hein. Vous savez, dans le commerce, il y a une plénitude, il y a une quantité de répulsifs. Il y a même je ne sais pas si vous avez des ultrasons. Oui, il y a des huiles essentielles, il y a un peu de tout. Ça peut marcher dans certaines conditions. La citronnelle aussi. Voilà, ça peut marcher dans certaines conditions. Mais en général, ce genre de choses, ça marche dans un environnement fermé. Vous allez... Bon, si c'est fermé, c'est mieux de rester, je veux dire, sans moustiques. C'est-à-dire, on ne va pas être enfermé avec les moustiques en même temps. Oui. Ouais, voilà. Donc les répulsifs, ça peut marcher, mais il faut essayer de faire attention aux doses qu'on utilise, hein, parce que ça peut être aussi toxique, hein, parce qu'à forte dose, à forte d'en mettre, ça peut être toxique, parce que c'est sur la peau, et la peau va laisser pénétrer les molécules actives, hein. Et puis surtout, il faut renouveler de temps en temps, parce qu'en fait, comme on dit, avec la transpiration, il y a une altération de l'efficacité de ces crèmes, de ces produits. D'accord. Et pour conclure cet entretien, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, mais voilà, si les moustiques disparaissaient, le problème serait réglé. Finalement, non, parce qu'on en a besoin. Les écosystèmes, c'est une bonne chose pour les écosystèmes. Est-ce qu'on peut développer un peu ça Bien sûr, parce qu'en fait, un écosystème, c'est quoi? C'est un équilibre entre les différents acteurs. Et quand on bouleverse l'équilibre, les écosystèmes prennent du temps pour pouvoir retrouver un autre équilibre. Il y a de la résilience, bien sûr, mais quand on perturbe, c'est compliqué au niveau biologique. Donc, les moustiques, ils sont là. Depuis plus longtemps que nous, hein. Comme je disais au début, 240 millions d'années, on est apparu le 31 décembre, hein, de la même année. Donc forcément, ils étaient là avant nous, mais je pense qu'ils seront là après nous aussi, hein. Donc les moustiques, en fait, ils font partie d'une chaîne alimentaire, puisque les larves de moustiques, c'est de la nourriture pour les poissons, pour les batraciens. Au stade adulte, c'est de la nourriture pour les oiseaux, pour les chauves-souris, etc. Et au niveau pollinisation, les moustiques, comme ils prennent aussi du sucre sur les plantes, ils assurent la pollinisation, et c'est extrêmement important. Et donc, ils jouent un rôle écologique essentiel. Et d'ailleurs, même si on avait envie de tuer tous les moustiques, on n'y arrivera pas. Avant de nous quitter, j'aimerais vous demander, professeur Fayou, si vous pouviez donner un unique conseil aux jeunes générations, lequel serait-il ? Par rapport à l'entomologie médicale, je pense que ce sont des disciplines qui sont assez anciennes. L'entomologie médicale, c'est quoi? C'est l'étude des insectes en lien avec la santé humaine. Donc, typiquement, les moustiques, mais il n'y a pas que les moustiques. Il y a les tiques, hein, il y a les poux, il y a les puces, hein, il y a aussi des phlébotomes, hein, des espèces de petites bêtes encore plus petites que les moustiques. Alors là, pour disséquer ça va être compliqué. Donc il y a des équipes comme ça qui travaillent. Il y en a très très peu. Et nous avons de la chance, ça fait plus de 30 ans que je suis à l'Institut Pasteur, hein. J'ai toujours travaillé sur les moustiques, et à aucun moment on m'a dit d'arrêter de travailler sur les moustiques, à une époque où le changement climatique n'était pas si au devant de la scène que ça, hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un réservoir de personnes, d'équipes à l'Institut Pasteur qui travaillent sur les insectes. Et nous avons la chance de tous nous retrouver à un moment donné dans un bâtiment que vous avez peut-être vu à l'entrée de Pasteur, oui, là. Et tous les gens qui travaillent sur les insectes vont être dans ce bâtiment, et ils vont travailler ensemble en lien avec le climat et les changements environnementaux. Et je pousse la nouvelle génération à essayer de voir sur le long terme. Il y a des sujets qui sont extrêmement importants et qui relèvent du bon sens.
hein. Je sais que la nouvelle génération sont extrêmement engagées pour l'écologie, pour l'avenir de la planète, puisque c'est la leur, hein. Et il faut faire des choses pour pouvoir faire en sorte que cette planète soit vivable, hein, avec cette diversité aussi de gens qu'il faut qu'on accepte, parce qu'en fait, le monde, finalement, c'est tout petit, hein. On est tous dans la même planète qu'on va partager et qu'il va falloir essayer de pouvoir travailler sur des thématiques. Et la science, en fait, c'est un garde-fou qui va nous permettre de pouvoir se baser sur des faits et sur des résultats concrets liés à la science. Et c'est ça qui doit guider, en fait, l'avenir de la société qui vont choisir. Et venez en entomologie médicale, c'est là où il y a de la place. Merci, professeur Fayou. Merci d'avoir écouté La Terre nous tient à cœur. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le commenter ou à le partager autour de vous, car c'est ce qui aide le podcast à grandir. Et si vous avez une question, une idée de sujet ou tout simplement envie de découvrir les coulisses des épisodes, rendez-vous sur Instagram, sur le compte La Terre à cœur. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite, et d'ici là, prenons soin de nous, prenons soin de la Terre.